Salut tout le monde, enfin Arthur Ni, je suis fondateur de la société Fly Instinct que je vais présenter tout de suite. Mais probablement avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, donc j'ai préparé un sujet, c'est le Smart Airport et intelligence artificielle. Avant de rentrer ça, donc, je parlais un petit peu de moi-même. Déjà, c'est que bon, enfin j'ai fait école d'ingénieur par ENAC, mais bon, enfin tout le monde n'est pas parfait. C'est ça. Voilà, donc, j'ai démarré mon carrière dans le pétrole. Je suis plutôt spécialiste dans les traitements des données. Et j'enseigne à Paris Dauphine pour les masters en données aussi. C'est depuis 2017-18, j'ai créé Fly Instinct pour vraiment répondre à une des problématiques que j'ai vues dans le passé, donc dans mon carrière pétrolière, c'est que enfin, dans l'industrie en sens large, donc, il y a une des sujets qui reste toujours un casse-tête, c'est qu'on doit toujours envoyer des gens faire des ronds. Donc, pour vérifier que tout va bien, parce que c'est difficile de dire enfin, tout va bien, ça va, c'est facile à comprendre, mais tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un sujet très difficile à comprendre. C'est pour ça que je dis, enfin, ça prend beaucoup de temps, c'est très souvent dans l'environnement compliqué, dangereux. C'est pour ça que je dis, enfin, j'ai fait cette décision déjà, de m'engager, donc faire créer un startup, de résoudre ce problème-là. Et notamment, donc, c'est courant 2019, enfin, j'ai rentré dans ces sujets donc, aéroportuaires, donc je dis, enfin, je suis plutôt novice dans ce monde-là, donc en 2019. Mais bon, enfin, la technologie a bien répondu donc, les besoins que je vais présenter tout de suite. Ça me donne un petit peu de visibilité, donc surtout échanger avec des gens qui ont des visions. Donc là, ça me donne des idées. Donc j'aime bien aussi donc, de partager ces visions-là, leur vision et éventuellement un petit peu la mienne, donc avec vous. Donc pour ceux qui sont déjà enfin, sans doute passionnés d'aviation, mais aussi donc qui sera probablement continuer votre carrière donc dedans. Et bon, enfin, j'espère qu'on peut mutuellement s'inspirer. Bon, enfin, aujourd'hui, donc, la présentation que j'ai préparée, il y a quatre parties, donc les trois parties plus sérieuses. Donc, je commence à présenter un peu la société, enfin, Fly Instinct et notre produit. Ça, c'est pas pour vendre, mais bon, c'est pour vous donner un peu de contexte, qu'est-ce que je veux parler. Un deuxième sujet, c'est le IA, donc comment introduire IA donc, dans le domaine aéroportuaire, aviation au sens large, donc, qui est quand même un sujet, il y a un sujet de sécurité qui est en enjeu. Et le troisième sujet, c'est notre vision de Smart Airport en sens large. Donc, c'est pareil, c'est une vision. Donc, je ne peux pas garantir que c'est correct. Je peux pas garantir que ça va se réaliser dans le futur proche ou au futur lointain. Mais en tout cas, ça, c'est pour discuter. Et le quatrième point, bien sûr, donc, enfin, je profite, c'est l'occasion pour dire qu'en tout cas, nous, on est en train de recruter. Donc, il y a plusieurs postes. Ça, c'est toujours à parler. Vous pouvez, donc, si vous voulez, donc, poser des questions à la fin de chaque section. Donc, je vais m'arrêter donc, pour répondre aux questions, donc, pour éviter il y a des choses qui accumulent trop. Mais vous pouvez toujours donc, me poser des questions, même deux sections après, pour poser une question sur la première page. Il n'y a pas de souci. Et je rajoute, Arthur, si vous voulez poser les questions dans le chat et que moi je passe après les questions à Arthur, sentez-vous libre de le faire comme ça aussi, hein. Voilà. Très bien. Donc, voilà, je démarre. Je screen, c'est ça. Super. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. C'est parfait, très bien. Donc là, oui, déjà, les slides sont écrits en anglais parce que j'avoue que j'ai quand même réutilisé pas mal de slides, mais bon, je vais le présenter ça en français. C'est que le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le Smart Airport et intelligence artificielle. C'est un très grand sujet, moi, j'avoue. Moi, mes parents sont des choses qu'on vit pleinement dedans, donc j'ai vraiment envie de vous partager donc, les, quelques idées. Donc, bon, comme je viens de dire, donc, les quatre parties de la journée, donc d'abord, je vais présenter un peu le Fly Instinct, notamment sur le contexte d'aujourd'hui. Donc, le deuxième, c'est l'opportunité, éventuellement les challenges pour comment introduire IA dans le secteur d'aviation. La troisième partie, c'est le Smart Airport, bien sûr, côté piste, donc au sens large, et éventuellement, c'est un petit pub de recrutement. Ouais, je commence. Donc, le Fly Instinct, nous, on se positionne comme un startup qui propose l'IA pour
les côtés airside inspection, c'est inspection des côtés pistes. C'est quand même un marché de niche, j'avoue, mais bon, enfin, je suis élève pilote, donc depuis quelques années, bon, enfin, je suis toujours, parce que je n'ai toujours pas fait mon solo, mais bon, enfin, c'est que ça me donne une petite visibilité donc, sur la grande moitié de l'aéroport que les passagers ne passent pas. Donc, c'est le côté piste. Le côté piste, bien sûr, donc, il y a aujourd'hui, donc, il y a quand même il y a beaucoup de travail, beaucoup de temps hommes qui sont passés dessus, donc en sens large pour la communauté d'aviation. Et en plus, donc, il y a quand même une obligation très forte, c'est d'inspecter. Donc, oui, en général, on inspecte les avions, mais aussi on inspecte les pistes. Il y a beaucoup de choses censées être inspectées, donc c'est pour ça donc, que les aéroports sont tous équipés d'une équipe assez significatif pour faire des rondes tous les jours, plusieurs fois par jour. Je prends deux exemples. Donc, cette inspection de piste, c'est très quasi-totalité des cas, c'est qu'il y a une ou deux personnes qui prennent leur pick-up, qui roulent au milieu de la piste à 50 km/h ou beaucoup plus rapide dans les autres pays, donc qui contrôlent à l'œil nu pour vérifier qu'il y a des lapins, il y a des oiseaux, mais aussi donc, très souvent, il y a des petits débris, donc des cailloux, tout ça. Il doit s'arrêter et nettoyer pour éviter, donc des raisons, c'est pour éviter un autre accident de Concorde ou similaire. J'avoue que Concorde, il y a maintenant 20 ans, bah, pour les plus jeunes parmi vous, probablement vous ne connaissez, enfin, pas entendu parler, enfin, vous n'avez pas vu, sans doute. Mais en fait, c'est que l'accident qui est lié avec le Ford, c'est au quotidien. C'est que selon la statistique qui est donnée par nos partenaires donc, qui fabriquent des pneus, donc tous les 1000 atterrissages, il y a une pièce qui rentre dans leur pneu. C'est quand même, tant qu'on pense à ça, oui, 1000, ça ne fait pas beaucoup, mais bon, enfin, il y a 8000 mouvements à Roissy tous les jours. Donc là, tout de suite, donc on dit c'est quand même un sujet très casse-tête. Enfin, c'est que ces sujets-là, aujourd'hui, c'est 100% humain, enfin manuel. Bon, enfin, ça marche très bien, donc, déjà. C'est les yeux humains, c'est un, donc ça marche vraiment très bien. Mais quand même, on trouve que ça peut être mieux. Donc, ça c'est le moment que Flying Instinct, on décide d'attaquer donc, ces sujets-là. Donc, c'est de dire que nous avons une technologie qui a la capacité de traiter des images qui viennent en caméra qui est en mouvement. Historiquement, on a développé ça pour centrales nucléaires et aussi le milieu pétrolier, mais on trouve que ça marche très bien donc, pour la piste. On a proposé donc, plusieurs méthodes pour vérifier que le airside, il manque d'anomalies. Donc, et aussi, donc, nous, on a d'autres sujets qui sont en développement, donc je vais parler de ça aussi tout de suite. L'objectif, c'est de vraiment donc, introduire des IA, mais aussi les caméras, donc les visions par ordinateur, pour rendre l'opération airside plus, il y a plus de sécurité, il y a plus de fiabilité, mais aussi il y a plus d'efficacité. Moi, je parle rapidement donc, les deux projets donc, pour vous donner une image intuitive. Donc, ça, c'est notre première solution, c'est la détection de fraude mobile. C'est que ça, c'est la voiture que je viens de parler. Donc, les inspecteurs qui le prennent pour les à 50 km/h, balayer avec leurs yeux. Et on dit très bien, on ajoute une assistance de plus. Ce sont les caméras, c'est quand même plusieurs caméras, très haute résolution, que nous avons pu analyser en temps réel avec moins qu'une seconde de délai. Et puis, avec les images on acquis, on a la capacité de détecter des très petits objets. Bien entendu, donc il y a un des avantages de notre système, c'est que, il regarde la totalité de la largeur. C'est pas comme les yeux, c'est que s'il y a un jour les oiseaux qui passent à gauche, il y a bonne chance qu'on va rater tout ce qui est à droite. Donc, et en plus, nos caméras, ils sont jamais fatiguées. Il n'a pas besoin de café pour se réveiller le matin. Et surtout, c'est que toutes les photos sont enregistrées. Ça donne une traçabilité de l'opération. Quand même, c'est une opération critique. Et la deuxième solution qu'on a fait, c'est beaucoup plus simple. C'est qu'au lieu de laisser une caméra qui roule sur la piste, on a installé des très très grosses caméras donc, le long de la piste. Ici, vous voyez à droite, c'est notre caméra qui est installée à CDG, donc entre les deux duplets sud. C'est qu'à 160 mètres de distance à l'axe de piste, donc on a la capacité de détecter n'importe quel objet à taille de 2 à 3 cm
Bon, enfin, typiquement, donc, ça, c'est une image qui est en test, pendant un test, un ball de golf à 150 mètres. Donc, voilà, il est immense. On peut très bien le détecter. Donc, ça veut dire d'ailleurs, c'est qu'on fait une balayage tous les 90 secondes, ça veut dire entre les deux vols. S'il y a une pièce qui est tombée donc, depuis le vol précédent, on a tout à fait la possibilité de détecter et arrêter le trafic. Donc, dans ce cas-là, ça peut éviter donc, un deuxième Concorde. Ça, c'est les deux projets. Je ne rentre pas dans le détail comment IA a été fait. Bon, enfin, il y a parce que beaucoup de niveaux, donc je vais parler de ça plus tard. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, IA. J'ai dit why and how parce que c'est que dans la réalité, donc même moi, tous les jours, on a beaucoup de questions. Enfin, bien sûr, donc dans la société, on a beaucoup de questions sur how, comment la faire. Mais bon, les gens vont poser, donc surtout les clients, ils vont poser très souvent pour dire pourquoi? Pourquoi on a besoin d'IA? Enfin, et c'est que même certains compétiteurs, donc les précédentes qui ont fait des équipementiers donc très puissants, ils vont poser la question pourquoi vous voulez faire des IA? C'est pas fiable. Enfin, si vous savez détecter une feuille A4, mais par contre, si la feuille A4 elle est déchirée, est-ce que votre IA il peut toujours la détecter? Enfin, il y a beaucoup de questions au-dessus. Et puis, j'avoue que je n'ai pas une réponse, c'est parce que c'est quand même une question ouverte à tout le monde, à notre communauté. Donc, c'est typiquement le sujet qu'aujourd'hui, nous, on travaille dessus. Quand je dis nous, c'est que Flying Things, on fait partie donc, de l'organisme de standard Eurokai. Donc, enfin, précisément, je suis le secrétaire général de Eurokai Group 83, donc, qui est en train de renouveler donc, le standard pour la détection de fautes, FOD Detection System, FODDS. Notamment, donc, c'est le moment, donc l'ancien standard, et maintenant ça date de 10 ans, bien sûr, il y avait absolument zéro ligne qui concerne l'IA, mais bon, enfin, mais on a tous vu que un système sans IA, il y a beaucoup de problèmes, enfin, il y a beaucoup de contraintes. Enfin, notamment, on dit que c'est un système qui est censé faire trois choses. Donc, le premier, c'est qu'il détecte. Le deuxième, c'est qu'il ne détecte pas des choses qu'il ne faut pas détecter. Enfin, il faut filtrer les fausses alarmes. Mais aussi, éventuellement, si on finit par 200 alertes, ça peut arriver, donc des petits cailloux. Mais quand même, il faut remonter donc, les frais risques. Une grosse pièce à mêle, titane au milieu de la piste, qu'un petit caillou qui se trouve au bord de la piste, bien évidemment, si l'humain n'a pas de capacité de tout traiter. Bon, enfin, ça, c'est tout vite. Vite, on a compris que laisser un équipementier de fabriquer des radars ou n'importe quel équipement hyper puissant, on a vite rencontré dans le mur. C'est que, enfin, c'est ce que j'ai écrit. D'ailleurs, c'est que c'est mon slide, donc c'est pour ça que je me permets de copier le slide comme ça. C'est que c'est sans IA, donc tout de suite, soit on détecte un petit peu, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de fausse alerte. Si on veut éviter les fausses alertes, donc il faut monter la barre pour détecter que des gros. Et donc là, c'est un compromis quand même assez difficile à faire. Donc ça, c'est typiquement un point fort pour IA de la résoudre, de séparer. Donc là, notamment, on peut dire le better detection. Je vous donne une explication très rapide parce que c'est que les yeux humains sont magnifiques. Donc, on peut détecter, enfin, j'ai rencontré un détecteur, enfin, un inspecteur de Orly qui m'a montré un petit objet de 5 mm. Il m'a dit, est-ce que votre caméra peut le faire? Je dis non, on ne sait pas le faire parce qu'il a des yeux terribles, enfin, superbes. Mais il y a toujours un mais, c'est que nous, on a la capacité de focus sur un peu, enfin nous, enfin, les yeux humains normaux. C'est qu'on focus sur une petite zone, donc on peut faire des très bons jugements, mais dans la réalité, c'est que tant qu'il roule à 50, et puis la piste, vous le savez, donc ça fait 60 mètres de large, on a absolument zéro possibilité de tout scanner. Donc, mais par contre, avec les caméras, donc on peut mettre autant de caméras qu'on veut, ça donne la possibilité donc, de détecter, enfin, des choses très petites, même trop petites, ça ne sert pas comme un risque. Donc là, ça c'est. Mais par contre, c'est qu'on ne peut absolument pas mettre 50 personnes derrière les 50 caméras. Donc, il faut absolument les IA pour faire le traitement. Ça, c'est même une obligation d'utiliser IA. Et aussi, donc, la fausse alarme, c'est que tant qu'on commence à détecter, bien sûr, donc, le trace de l'eau, ou c'est un feu de balisage qui a changé de couleur, donc tout de suite, il peut devenir, enfin, ça peut être détecté comme un faute. Donc là, bien sûr, donc, on a besoin de l'IA pour dire que non, c'est pas un faute.
ça rentre dans une zone que IA est plutôt, enfin, nous, on est plutôt à l'aise d'utiliser l'IA de le faire. En fait, je prends très souvent un exemple, c'est que si c'est un travail qu'on peut confier à un enfant de 3 ans, notamment pour trier, donc pour dire que reconnaître donc, qui est qui, enfin, trier des couleurs, enfin, trier enfin, tout ça, on peut très probablement le confier à IA. Il y a certains IA, bien sûr, donc, jouer le Go, bah, bien sûr, donc ça c'est le très très haut niveau. Mais aujourd'hui, donc, dans l'industrie, on est plutôt confortable. Donc, tu es confié des missions que si un enfant de 3 ans qui sait le faire, donc un IA peut le faire. Donc, je trouve que déjà, cette détection de fraude, bah, typiquement, si mon fils il focus un petit peu, donc il a la capacité de le faire. Donc, c'est pour ça que je dis ça donne la possibilité donc, de réaliser un IA. Éventuellement, le risk assessment, c'est pareil. Donc, on peut, comme je viens de dire, donc un grand objet au milieu, donc il est censé être remonté donc, dans le système pour que les gens puissent l'utiliser très rapidement, que si au cas où il y a vraiment 200 petites pièces qui se trouvent sur la piste. Le sujet, bien sûr, donc il y a sans doute ces limitations. C'est que l'IA, l'IA qu'on parle aujourd'hui, donc c'est très souvent donc, les neural networks, les GAN, enfin, tout ça, enfin, la technologie, il y en a beaucoup. C'est que mais ils ont tous un défaut, c'est que les modèles, enfin, les neural networks qu'on va entraîner, ça dépend toujours les datasets d'entrée. Donc, ça veut dire qu'on va acquérir une grosse quantité de données et éventuellement, on va dire qu'à base de ces données-là, est-ce qu'on peut faire un jugement? Il dépend beaucoup sur le données. En plus, cette dépendance, il est très souvent non linéaire, donc ça pose problème. Enfin, c'est très souvent donc, on dit en IA, c'est une boîte noire, c'est pas faux. Enfin, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas faux. Donc là, ça donne quand même beaucoup de crainte donc, d'utiliser IA donc, dans le milieu aéronautique. J'avoue que c'est un domaine, je dis pas, j'essaie de ne pas dire ça de manière négative, mais bon, on essaie d'être très prudent donc, avec tout ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça, typiquement, donc on a cette. Bien sûr, donc nous, on participe aussi donc, le travail de EASA donc, sur la régularisation de IA dans l'aviation. Donc, il y a déjà des belles travaux qui ont déjà été réalisés. Donc, si vous voulez, donc, ça va, c'est pas très dur à lire. Donc, ils ont fait un AI roadmap qui date maintenant 2 ans. Et puis, il y a des directives qui viennent de sortir, qui est en train de sortir. Donc notamment, c'est de classer donc, les différents types de IA. Attendez, excusez-moi, je mis ça en vibration. Donc là, c'est qu'on a besoin de résoudre un problème. C'est la fiabilité, c'est la robustesse, mais aussi donc, c'est que si au cas où quelqu'un qui essaie d'attaquer le modèle pour faire entrer donc, des sujets. Donc, on a séparé les IA. Bon, enfin, c'est un sujet, j'avoue que très dur, très dur. Bon, enfin, on a au début, le système il n'est pas parfait. Donc, on accepte que le système n'est pas parfait. Donc, mais en tout cas, il faut l'avancer. Donc, ces domaines, c'est comme ça. Si on n'a pas de données, on n'a pas d'itération, on n'a pas d'itération, on ne sait pas où on va y aller. Bon, enfin, c'est que je prends un exemple, c'est comme un avion. Donc, un avion, tant qu'il y a trop de vent latéral, on ne sait pas atterrir, mais bon, enfin, tant pis. Donc, on va dire on sait qu'un avion, tant qu'il y a le vent latéral trop important, il ne peut pas atterrir. Donc, là, aujourd'hui, on essaie de aussi faire un système similaire, de dire que ces systèmes-là, s'il y a telle contrainte, probablement, il y aura des défaillances. Donc, ça c'est à peu près les idées qu'on en a. D'ailleurs, c'est ce que, enfin, notamment à Eurokai, qu'on est en train de dire qu'on ne va pas dire que comment un IA idéal va fonctionner, parce que déjà, c'est que chacun son petit recette secret, chacun son petit astuce pour faire fonctionner son IA. On ne va pas limiter sur les technologies. Mais par contre, c'est un peu comme un avion. On va plutôt dire que, voilà, pour un avion, donc, tant qu'il y a vent latéral 10 km, il ne faut pas exagérer, il doit atterrir normalement. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Donc, s'il y a trop de vent, donc, cet avion-là, il ne faut pas perdre complètement, mais il peut trouver, donc, voler suffisamment loin pour atterrir sur une autre piste. Donc, notamment, ici, c'est pareil. Donc, un peu le concept d'aujourd'hui, enfin, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans la réglementation, on va plutôt focus dans la situation où
le IA, il y a une défaillance. C'est que, notamment, par exemple, si cette détection de fraude, il ne marche pas. S'il ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui va générer comme impact? Bon, enfin, pour nous, ça va. Donc, la détection de fraude, c'est pas très méchant. C'est qu'en tout cas, il y a toujours un conducteur dedans. Donc, si on a une grosse pièce que notre système a complètement loupé pour X raison qu'on ne comprend pas, mais au moins, lui, il est toujours là. Donc, ça veut dire que même si le IA qui est défaillant, il n'est pas pire que sans IA. Bon, ça va. Donc, ça, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça nous donne le feu vert pour y aller. Mais en général, c'est que même dans les autres domaines donc, que j'ai participé un petit peu, donc, notamment dans cette AI roadmap, c'est plutôt pour dire qu'au cas où le système IA il a eu un bug, tout ça, donc ça veut dire qu'il va laisser passer donc, certaines choses. Est-ce qu'il y a suffisamment de redondance pour qu'on peut toujours la rattraper? Voilà, c'est que ça, c'est les sujets. Bon, enfin, on n'a pas une. Déjà, c'est un peu difficile de présenter comme ça, mais bon, je vous donne ma vision, enfin, les choses que j'ai vécues donc, pour partager donc, cette expérience. C'est qu'il y a probablement, d'aujourd'hui, il n'est pas parfait. C'est un peu comme un Tesla, donc il peut faire entrer donc, sur une voiture en blanc. Bon, enfin, c'est un peu nul, mais on ne va pas dire que c'est nul, donc on n'utilise pas. Donc, en tout cas, c'est qu'on essaie de limiter donc, l'impact sur le côté négatif et puis avancer. Donc, pour que il y a plus de use case qui peut être testé donc, dans ces domaines-là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander si vous avez des questions donc, sur les premières deux parties. C'est peut-être un bon moment pour le poser. Est-ce que j'étais trop rapide? Non, moi je trouve que c'était parfait, hein, Arthur. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas, prenez la parole, ouvrez vos micros. Moi, j'ai une Oui. question, Arthur. Oh, pardon. Allez-y, allez-y, allez-y. Une question rapide, Arthur. Pour l'inspection sur les pistes du véhicule, Ouais. ça se fait à quel moment? C'est juste pendant la nuit ou il y a pendant Non. la journée aussi, il y a des inspections sur la piste? C'est que selon l'annexe 14, donc, les aéroports doivent au moins faire deux inspections au moment le plus dense. Donc, très typique, enfin, typiquement, par exemple, à Orly, donc, il a fait ça à 10 h du matin, 14 h, 15 h. D'accord. Et aussi, donc, il y en a toujours un qui est avant l'ouverture de piste, et aussi, donc, très souvent, on fait un quatrième à 20 h, donc c'est début de nuit, donc c'est bien flux dense. Oui, c'est 3-4 fois par jour. D'accord, merci. Oui, Hung Ludwig. IENAC 87, donc j'ai un peu de cheveux blancs. Ça ne se voit pas, la caméra est fermée. Non, non, c'est pour ça, je ne veux pas le montrer. J'ai payé ma cotisation. C'est bien. J'ai plusieurs questions. Alors, il se trouve que j'ai passé 10-12 ans à diriger une start-up au niveau neurosciences, mais plus des modèles de réseaux de neurones biologiques. Bon, bref, si je comprends, quand vous parlez d'IA ici, c'est encore le grand domaine, enfin l'utilisation massive, 90% de l'IA au niveau de traitement d'image et reconnaissance de forme. Disons que l'IA, aujourd'hui, le deep learning s'applique. Alors, c'est ce qui, on pourra ouvrir les discussions à la fin. Ce qui pourrait aussi m'intéresser, c'est l'IA dans le traitement de données même, les données d'exploitation, de la data et non pas de l'image. L'image, donc c'est le principal domaine de l'IA actuellement. Et ça, je comprends tout à fait votre process. Hein. Juste une chose, c'est vrai que la caméra en tant que capteur a toujours des limites. Ne serait-ce que la nuit, ne serait-ce que la distance, ne serait-ce que les conditions météo aussi. Donc, l'image en elle-même, le traitement de l'image dépend des capteurs utilisés. Vous avez bien raison, il y a l'aspect apprentissage. Alors là aussi, l'apprentissage, vous avez dit, soit peut être biaisé, mais comment vous pouvez aussi contrôler que les tags, enfin, déjà, il y a des objets qu'on connaît, mais il y a des objets qu'on ne connaît pas. Il faut évidemment taguer, et si on introduit des erreurs de tag, c'est là où l'apprentissage commence à être un peu
Et surtout, nous avons besoin de beaucoup d'échantillons. Et les FOD sur les pistes, certes, il y en a une fois tous les... Enfin, je ne sais pas quelle est la quantité actuelle d'images que vous avez pour entraîner. C'est qu'en fait, c'est que nous, on a une base de données, déjà, c'est que c'est évolutif. Enfin, déjà, je vais vous donner une idée. Donc, tous les jours, donc, on génère à peu près 16 000 photos pour chaque piste, à chaque visite piste. Donc là, oui, la quantité de données, c'est gigantesque. Surtout, c'est que nous, on gardait donc, plusieurs passages. Donc, pour vous répondre rapidement, la façon, déjà, il y a deux sujets. Le premier, c'est que, oui, il n'y a quasiment pas de faute. Enfin, quasiment pas de faute qui est vraiment entraînant sur la piste. Heureusement. C'est pour ça que je dis, enfin, c'est de faire l'apprentissage avec le faute de lui-même, c'est très compliqué. Ça, c'est aussi donc, la raison que nous, on a fait ça complètement à l'envers. On a fait l'entraînement plutôt on a fait un auto-encodeur pour dire que est-ce que, étant donné une photo, une petite fenêtre de photo, donc on peut juger que est-ce que c'est une piste normale. D'accord. Ma piste normale, ça veut dire que ça peut être des grilles, ça peut être avec des réparations, donc les cicatrices, ça peut être les marquages au sol, ça peut être les feux. Mais bon, c'est qu'au-delà des sujets qu'on est 100% sûr que c'est comme ça, ce sont des choses que le système va dire que je ne connais pas. Donc, en fait, c'est qu'on va rejeter, c'est plutôt, tant qu'il y a un objet, par exemple, ici, c'est une pince, c'est que le système, il va simplement dire que, bon, enfin, il y a 2% de possibilités, c'est un feu de balisage, et 98% de chances que c'est quelque chose que je ne connais pas. Dans ce cas-là, notre système, il ne va pas faire un effort, simplement, il va montrer l'image et on attend une réponse humaine pour dire que est-ce que c'est un problème ou pas. C'est que D'accord. on laissait l'humain de faire l'édition finale. Donc là, ça aussi, ça nous cadre à un IA de niveau en A. Bon, c'est pas scandaleux, hein, je suis déjà très content, mais c'est que c'est une augmentation donc, des capacités humaines. D'accord. Donc, vous apprenez plutôt une situation normale. Voilà. Donc, vous emmagasinez des dizaines, des milliers de photos de pistes normales, ce qui veut dire aussi, est-ce que cet apprentissage-là doit être fait à chaque nouvelle piste, à chaque nouvel aéroport, ou on peut faire un peu de transfert d'apprentissage sur l'autre? C'est une excellente question. C'est que nous, on a entraîné donc, un modèle générique, mais à la fin, on trouve que les modèles génériques par rapport à le modèle réentraîné, ça n'a rien à faire. C'est pour ça, dans la réalité, donc, on l'a réentraîné donc, sur chaque piste. Donc, ça prend, d'accord, ça prend combien de temps pour une piste? Pour une piste, c'est que déjà la nuit, aujourd'hui, on demande aux clients de brancher le système pendant la nuit et il mouline toute la nuit. Donc, il fait un apprentissage donc, partiel, à peu près 5 heures toutes les nuits. D'accord, mais supposons on va déployer sur un aéroport. Vous estimez à quoi? Une semaine, 3 semaines, le temps d'abord d'acquérir la tonne d'infos, enfin, de l'image. Et après, bon, évidemment, l'apprentissage lui-même automatique. Donc, On ça déployait processe. le système avec notre modèle générique, universel. Donc, il est pas très performant. Donc, c'est pour ça qu'il va générer énormément de fausses alertes au début. D'ailleurs, c'est que le temps, il dépend pas, j'avoue qu'il ne dépend pas normalement, c'est 2-3 passages, ça commence à donner des bons résultats. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais par contre, le temps nécessaire pour le passage, c'est en fonction des météos. Comme ça, c'est aussi un sujet que vous venez de parler. C'est que si un endroit, notamment donc, dans le pays Moyen-Orient, donc honnêtement, le météo, c'est très, très monotone. Je dis, il fait toujours comme ça. Donc, ça converge très rapide. À Bretagne, on a eu on a eu beaucoup de soucis parce qu'il fait beaucoup plus de fois par jour. Donc, la piste, donc là, il varie beaucoup. Donc, ça nous a pris beaucoup plus de temps pour éventuellement comprendre donc, tous les variétés de météo. Donc, vous faites l'apprentissage, vous faites l'acquisition de données, vous faites l'apprentissage. Comment vous validez après? Parce que comme c'est compliqué de mettre même exprès un FOD pour voir si le système, comment vous simulez, comment vous mesurez après la performance de détection du système? En fait, c'est que nous, on a, enfin, ça c'est aussi, donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire
parce qu'on ne peut absolument pas imaginer quelle forme un faute comment dire, c'est quoi la prochaine faute, on ne connaît absolument pas. Donc, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le test, il a été fait quand même de manière assez simplifiée. Donc, nous, on fait toujours des tests, d'ailleurs, c'est que c'est des cubes qui est coupé, donc 2 cm de cubes, donc différentes couleurs. D'ailleurs, c'est un de nos stagiaires, donc de ENAC, qui nous a aidé à fabriquer tous ces photos-là. On utilise comme des cavarets. Donc, on le fait ça sur chaque piste. C'est que c'est très, très difficile à dire que son performance, parce que, bien sûr, on a une question qui est piégée complètement. C'est que, si j'ai un verre qui est transparent, qu'est-ce que ça va comporter? La réponse est non, je n'arrive jamais à le détecter. Et bon, deuxième question, c'est que si j'ai une petite pièce de béton qui commence à bouger, donc techniquement c'est devenu un Ford, mais bon, c'est toujours à son position, c'est exactement la même couleur comme la surface de piste. Et comment vous allez le détecter? La réponse est non. Oui, ça c'est aussi donc. Toute dernière question, et je vous laisse continuer, j'ai pris trop de temps là pour vous, mais la question, une autre question qui m'intéresse, c'est le réglage. Vous avez parlé de la fausse alerte ou fausse alarme. Ouais. Le taux de fausse alerte est lié aussi, très lié par rapport au taux de fausse négative, qu'on veut le miss. C'est-à-dire que soit on fait une fausse alerte, on dit il y a quelque chose, ou on règle de telle façon, parce qu'il y en a trop de fausses alertes, et donc on diminue le seuil de sensibilité, et on arrive dans la zone des miss, c'est-à-dire que je rate. Non, ça, c'est comment vous réglez le... C'est ça c'est un oui et non. C'est que ça dépend. Le fausse alerte, en fait, c'est plutôt comme ça. Nous, on a une certitude pour un objet, donc tant qu'il est suffisamment grand, donc, notamment, il mesure son taille. Tant qu'il y a une taille suffisante, donc, ça veut dire que ça peut être un problème. On la passe toujours. Cette fausse alerte, on est plutôt autour des objets. D'ailleurs, c'est qu'après plusieurs tournages, donc on a compris que les fausses alertes qui est plutôt autour des feux de balisage, où il y a des réparations donc, sur les pistes. Et donc là, c'est qu'on a fait l'apprentissage autour de ces sujets-là. Donc, si c'est un feu aussi donc, une trace d'eau, donc là, si c'est pour un sol mouillé, c'est que c'est pas comment dire ça? C'est pas un problème qui est 0 1, c'est un objet ou c'est pas un objet. C'est qu'aujourd'hui, tant qu'il y a un objet qui est plus grand que 4 ou 5 cm de taille, et c'est qui n'est pas en feu, qui n'est pas une piste, qui n'est pas le marquage au sol, notre système, il ne va pas... Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est que si c'est suffisamment grand et qui n'est pas en feu, notre système, ça sonne 100% de temps. Ça, c'est un. Donc, et puis, c'est qu'on a... comment dire? Le false alert et la séparation des objets, ce n'est pas un compromis. Donc, ça, c'est typiquement un sujet. Donc, tant qu'on introduit l'IA, c'est qu'il va faire une séparation des objets. C'est que cette séparation-là, donc, comment je présente? Je vais d'abord détecter que si c'est un objet, il est suffisamment significatif. Cette phase-là, donc, c'est que j'ai 100% de cas que tant qu'il est suffisamment grand, ça passe. Et en deuxième temps, je fais un deuxième coupage, c'est que si ces objets-là, donc, qui ressemblent en feu de balisage ou en marquage de sol, dans ce cas-là, je le classe comme un false alert. Sinon, ce n'est pas un false alert. C'est qu'avec ces deux niveaux de triage, ce n'est pas un seul niveau, c'est qu'on peut très bien détecter un objet suffisamment grand, suffisamment significatif, mais qui n'est pas en feu, qui n'est pas en false alert connu. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas fait un grand effort parce que je trouve que c'est not ethical. Donc, pour dire que est-ce que c'est un faute, c'est pas un faute. On a fait des entraînements plutôt simples. Donc, il n'y a pas un jugement humain trop important derrière, mais à la fin, donc, il donne des très, très bons résultats. Donc, je dis, c'est que, par contre, voilà, c'est sous certaines conditions météorologiques, bien entendu. Donc, la nuit, avec la pluie, oui, la fausse alerte sera plus élevée. Mais en tout cas, c'est qu'on préfère de garder le fausse alerte que supprimer le fausse alerte complètement. D'accord. Non, alors je comprends le choix stratégique. Mieux vaut alerter plus que pas assez, voilà. En termes de sûreté. Mais je dis simplement, si on arrive à un taux trop important de fausses alertes, il faut qu'on descende les seuils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le risque pour nous, c'est le miss. C'est-à-dire que j'ai détecté quelque chose, il est assez gros. Et en fait, je lui dis, ah non, mais c'est un feu de balisage. Mais là, je me trompe.
C'est ça le fausse négative. Tout à fait. C'est-à-dire, j'ai mal placé. Et or, c'est pas un feu, c'est bien un FOD. Donc, le taux de fausse négative, ce que je comprends ici, enfin, c'est là où la responsabilité, à un moment donné, si vos systèmes, on le met en opérationnel, enfin, au-delà de la certification de l'IA, il y a une problématique Alors, on dit toujours qu'il y a l'opérateur. OK, la responsabilité revient toujours à la fin à l'opérateur. Mais voilà, je lève tout cette problématique-là. Je vois très très bien. En fait, ça, c'est le troisième point que j'ai envie de parler un petit peu plus. C'est que, enfin, comme je viens de dire, ça peut être que sur la piste, on a 200 fautes au sens strict du terme. Par exemple, à Lyon, donc, il y a des oiseaux qui vont amener des noix. Donc, bon, enfin, tant qu'il y a des noix, il y a beaucoup de noix. Donc, enfin, c'est qu'avant le balayage, donc, il y a beaucoup de noix qui traînent sur la piste. Ils ne vont pas s'amuser d'enlever tous. Enfin, ce sont des noix tout minuscules, pas très grandes, très souvent très proches des gazons. Et on sait que ça ne va pas casser un avion. Donc, parce que, enfin, ils sont pas très solides. Ça, c'est typiquement donc, les choses que on dit assessment de risque. Enfin, ces choses-là, on le fait déjà par les inspecteurs humains, on le fait déjà. C'est que dans les yeux, tant qu'on est attiré par un grand objet rouge au milieu de la piste, on va s'arrêter. Mais par contre, si c'est un petit quelque chose, donc très proche des bords de piste, enfin les épaules, on fait moins d'attention. En fait, ça c'est aussi, je dis, les humains derrière les machines, ils ont des capacités limitées. C'est que, enfin, je prends un exemple plus, celui-ci. C'est qu'en caméra, donc fixe, il peut techniquement détecter tous les problèmes. Et, enfin, par exemple, il a détecté 200 objets. Et il y a 2 personnes qui sont derrière, donc ils n'ont pas de capacité de tout traiter, donc il peut traiter que 2 objets toutes les minutes. Mais par contre, si on décide de mettre 20 personnes, ça veut dire qu'on peut descendre plus profond dans la liste des problèmes. Mais en tout cas, la liste de problèmes qui est chronophage, donc tant qu'il y a un problème qui a passé de 5 minutes, il faut le supprimer. Donc là, en fait, c'est que le système IA qui est censé répondre en fonction des capacités humaines, qui a la capacité de le traiter. En fait, la fausse alerte, ça c'est notre compréhension, c'est que par exemple, pour quelqu'un qui est en train de conduire la voiture, c'est en fausse alerte toutes les minutes. C'est déjà la limite. Si on descend plus que ça, déjà ça va la perturber. Oui, je pense que c'est ça la réponse que probablement ça peut vous aider, enfin, ça peut vous expliquer mieux. C'est que par contre, pour ce genre de système, si on décide de mettre 2 personnes derrière chaque caméra, on peut traiter des objets, donc des risques, potentiels risques, beaucoup plus petits. Mais, donc, c'est pour ça que je dis, enfin, le seuil, ce n'est pas sur le système lui-même. En fait, c'est que tant qu'on a un système de tri, il va mettre, selon lui, les risques plus élevés au milieu, au début. Mais en tout cas, on supprime tous les risques qui n'ont pas été analysés par un humain dans le délai de 5 minutes, raisonnable. C'est que à quel niveau on peut descendre, il est automatique. C'est que ça dépend des capacités humaines qui peuvent les traiter. Ça dit qu'on a une liste très longue. Il finit par 2 mm, même des choses complètement fausses à l'autre, mais on commence par les très gros. Ça dit que tant que les intelligences humaines commencent à les traiter, le plus important a été traité. Ça, c'est notre stratégie. D'ailleurs, ce sont des choses que j'essaie de déjà convaincre les autres de l'utiliser. D'ailleurs, c'est lié pas avec la technologie, mais c'est lié plutôt à une stratégie. Je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire. Bon, enfin, je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort, mais en tout cas, ce sont les choses que nous, on a fait. Donc, je dis, c'est que on va laisser l'inspecteur de traiter la quantité d'informations il a la capacité de traiter. S'il n'a pas la capacité de traiter, tant pis. C'est qu'en tout cas, aujourd'hui, on ne fait pas mieux. Donc là, ça, c'est notre stratégie. D'accord, merci. Bon, très bien. Le temps passe. Je continue sur le prochain sujet. Que ça c'est mon favori. Donc, enfin, ce sont les choses parce que voilà, je suis scientifique, j'aime bien donc, de réfléchir sur les choses qu'on ne sait pas faire. Enfin, on ne fait pas encore. Donc, ça, c'est les sujets donc, complètement à partager. Donc, c'est que je ne peux pas garantir que c'est faux, c'est vrai, et je ne peux pas garantir que ça peut être réalisé dans le futur proche. Je ne suis même pas sûr que c'est dans le bon sens. Mais en tout cas, ça, c'est pour partager.
Donc, le Smart Airport côté piste, notre vision et puis notre approche. Donc là, il y a deux sujets que j'ai envie de parler. Donc, ce sont des sujets qu'on travaille un petit peu, donc on a commencé, mais surtout, il y a beaucoup d'éducation des communautés et des clients à faire. Donc, ça, c'est aussi, donc, je profite de cette occasion de parler à vous, donc déjà, les joueurs importants actuels et le futur, donc dans le domaine aéronautique, enfin, aviation, de futur. Donc, c'est que le premier sujet, c'est le Airport Turnaround Management. Donc, c'est le management de la touche. Aujourd'hui, donc, il y a déjà beaucoup de moyens qui ont été faits. Donc, le plus important, c'est Air France qui va envoyer 3 mecs qui va avec chacun un walkie-talkie, enfin, un peu mieux. Donc, ils ont chacun un iPad pour communiquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Et sinon aussi, donc, il y a d'autres technologies, notamment celle qui fait des turn management, sans doute vous avez déjà entendu parler, donc des caméras qui détectent l'arrivée des voitures, des avions, des ravitailleurs, tout ça. Donc, qui va faire qui a fait la liste des events. Il y a plein de gens qui ont déjà fait ça. Donc, pour nous, c'est que Fly Instinct, notre capacité, donc, autre que les autres, c'est qu'on a la capacité de détecter les fautes. Tant que je dis faute, c'est qu'on a la capacité de très petits objets. Donc, c'est pour ça que notre approche, c'est plutôt dire qu'on aime bien donc, de réduire le risque de collision avec la faute ou collision avec un remorque. C'est ce qu'on est en train de proposer. Donc, c'est que le time management lui-même, on va l'ajouter, mais bon, enfin, c'est que tous les aéroports, ils cherchent un ROI, donc Return of Investment, pour investir donc, sur un frais sujet, donc mettre des caméras sur chaque gate, ça coûte un petit sous-sous. Donc là, c'est pour ça, donc notre approche, c'est pour dire qu'on attaque sur un sujet qui est obligatoire, donc détection des fautes. D'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de panneaux qui sont placés donc, lors d'un toucher. Donc, c'est pour ça que je dis, notre approche, c'est de commencer pour faire un état de lieu de zone de parking avant et après la toucher. Ça existe déjà les compagnies aériennes, en tout cas, c'est leur obligation, dans la réalité, ils ne le font jamais, de détecter s'il n'y a pas des objets qui peuvent éventuellement endommager leur pneu. Genre, un pneu, ça coûte 7 000 €, donc c'est pas rien en plus. Il faut perdre 1 heure pour le changer. Donc, et aussi d'éviter les collisions avec un remorque, c'est rare, mais sinon, c'est éviter la collision avec la passerelle. Enfin, il y a un an, il y a eu des très gros accidents. Enfin, ça coûte extrêmement cher. Voilà. Ça, c'est les premiers sujets. Donc, on trouve que ça peut être intéressant d'introduire l'IA. C'est pareil. C'est un travail pour un enfant de 3 ans. Donc là, c'est que si on a envoyé 200 enfants de 3 ans qui cherchent la faute sur la piste ne sera pas fait. Mais bon, et puis si on fait ça avec IA, ça ne sera pas fait aussi. Ça, c'est le premier sujet. Donc, je suis un peu rapide parce qu'on commence à travailler dessus. Donc, c'est des sujets quand même, chacun son approche, c'est pareil. Le time management, c'est le frais difficulté de rentrer dans l'aéroport, c'est de justifier les ROI. Pourquoi il veut faire ça? Enfin, ça, c'est aussi la raison que les gens qui font uniquement les détections des mouvements, c'est très difficile à la vendre. Tant qu'il n'y a pas de subventions européennes, donc, ça ne se vend pas du tout. Donc, nous, on essaie d'attaquer sur notre moyen. C'est pour me répondre à une pain point, pour dire que voilà, il y a une clé, où il y a très souvent donc, les roulettes de bagages premier prix, donc, qui va baisser le pneu. Un deuxième sujet, encore plus lointain, c'est que sans doute vous avez déjà vu des photos comme ça. Donc, il y a des gens qui font des caméras, donc Splendid. Il y a Thales qui fait ça, il y a Collins qui fait ça, tous les grands noms, donc Honeywell. Ça, c'est probablement une photo que j'ai piquée de Honeywell. Je ne suis pas sûr. Collins, probablement. C'est que ça a l'air hyper futuriste, donc un mur avec plein des écrans. Bon, mais dans la réalité, ça ne fait pas grand-chose. C'est que ça évite de mettre les tours, mais bon, c'est le contrôleur. Je ne sais pas, parmi vous, il y a des gens qui vont devenir les futurs contrôleurs. C'est que le contrôleur, bien sûr, il y a 3 choses à faire. C'est qu'il faut d'abord connaître où sont les avions. Il y a une deuxième chose, c'est que, il faut guider l'avion dans le bon endroit. Le premier, c'est très souvent, c'est qu'on le fait avec la radar première, radar secondaire.
Deuxième, c'est très souvent avec la radio. Enfin, bien sûr, aujourd'hui, on a des choses un peu plus puissantes. Donc, enfin, on a des radars digitales, on a le GPS, donc machin. Et aussi, donc, communication réseau. Donc, il y a des entre guillemets, OAS pour les aéroports, ça existe. C'est très bien, c'est très bien. Et donc, mais par contre, il y a toujours un des créneaux qu'on trouve aujourd'hui qui l'empêche de déployer des tours 100% digital à distance. C'est le troisième partie, donc honnêtement, ça fait à peine 1% de cas. C'est que un pilote qui appelle à tour pour dire que tour, j'ai senti que mon pneu il est crevé, est-ce que vous pouvez vérifier? Si l'inspecteur, enfin si le contrôleur qui n'est pas vraiment avec son jumelle à côté, ou il est à peu près donc, devant un écran comme ça, son écran 4K ou 8K, c'est qu'un écran, il ne le voit pas en pneu. C'est un peu cette histoire de jumelle qui bloque l'utilisation de déploiement de tours virtuels, enfin remote tower. Donc là, ça c'est aussi, donc, on se positionne dans notre canot, c'est que nous, on a la capacité de piloter des caméras, qui a la capacité de voir des choses extrêmement petites à distance et qui est fourni d'informations très riches. Donc on dit, ça peut éventuellement bouger le trou dans cette tour-là. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vraiment, on ne peut pas remplacer un contrôleur en cas d'anomalie. Donc, c'est qu'il y a des endroits, des petites choses qu'on n'est pas sûr. Donc, un moteur qui a pris feu, donc, bon, enfin, le pilote qui a pris feu, qui a surchauffé, donc le pilote, il ne le voit pas, mais ça peut être vu par nos caméras, donc, qui sera contrôlé par l'IA qui va focus sur les avions. D'ailleurs, c'est que ça commence parce que je sais qu'il y a certains aéroports, ils ont des caméras très puissantes qui suivent de chaque avion pour son atterrissage, pour son approche jusqu'à l'atterrissage. Enfin, on peut aller un peu plus loin. C'est que jusqu'à la taxiing, jusqu'à l'arrivée de son passerelle. En plus, si par exemple à Roissy, très souvent, donc, il y a 50 avions qui sont en train de bouger donc, dans tous les sens, au lieu de mettre 50 personnes derrière un écran, donc, le plus simple, c'est que s'il y a qui peut faire le premier tri, quand même, encore une fois, le taux d'accident, c'est extrêmement faible. Et donc, on n'a pas besoin de 50 personnes qui suivent tout le temps. Mais par contre, donc, ça peut réduire aussi largement le nombre d'attention qui est nécessaire ou éventuellement, autrement dit, je répète ce que je viens de dire, de trier les attentions. Enfin, c'est pour ça que je dis, enfin, sur cette phrase-là, j'ai dit Digital Assistance to ATC to Attention Management. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont censées être observées. Mais bon, enfin, c'est qu'avec IA, on peut focus sur des choses qui sont un peu plus compliquées, anormales. Mais en tout cas, encore une fois, ce n'est pas à IA de juger que si c'est risqué ou pas. Donc, il y a toujours un norme derrière. Ça, c'est l'avantage dans l'aéronautique. C'est qu'un jeu est tellement important, donc on a toujours le budget pour mettre un norme derrière. Comme dans l'avion, donc il sait très bien de voler tout seul, mais il y a toujours un homme, même deux hommes ou femmes, donc deux pilotes derrière. Mais voilà, ça c'est le deuxième sujet, donc le Remote Tower. Ce sont des choses un peu plus futuristes, mais c'est pareil, donc c'est pas la technologie, c'est pas là, mais c'est qu'il faut comprendre. Au cas où il y a la défaillance, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va se passer? Donc je pense que notamment pour le Remote Tower, c'est qu'en cas de défaillance du système, on est un peu pas bien, on n'est pas bon du tout. C'est pour ça que je dis, Fly Instinct, on essaie de se positionner dans ce créneau-là pour détecter anomalies opérationnelles, notamment l'avion qui roule sur un lapin, donc c'est juste comme ça. Donc, on peut répondre donc, à un sujet-là. F1, donc est-ce que vous avez des questions avant que je passe au pub? Oui, j'ai une question, Julien Bernard. Est-ce que vous avez des statistiques d'incidents qui vont impliquer des débris avant et après avoir installé vos systèmes? Non. C'est que déjà, premièrement, on a détecté des fautes, ça c'est sûr. C'est qu'on a détecté des fautes que les inspecteurs n'ont pas détectées. Mais par contre, je trouve que le cas, ce n'est pas suffisamment grand pour que je puisse donner en statistique.
c'est que sans doute, donc là, il y a encore des choses qui ne sont pas bien traitées. Donc là, ce sont les sujets qu'on est en train de creuser. En plus, c'est que aujourd'hui, notre système, il a déployé principalement, enfin, 100% sur la piste. D'ailleurs, c'est que les FOD que sur la piste, c'est une toute petite partie de FOD. C'est que, comme je viens de dire, donc, le problème, c'est principalement sur l'apron. Et ça, c'est aussi donc, les sujets ça, c'est aussi le sujet que pourquoi je parle de ça. Donc, le turnaround management, c'est que c'est vraiment amener donc, ces caméras-là autour ces bazars pour vérifier que est-ce qu'il y a des risques. Ça, c'est quand même en base beaucoup plus important. Je dis, ben, ça ne sert pas grand-chose de donner une statistique parce que, enfin, par exemple, à Lyon, donc, ils ont eu 2 reports de fraude détectés donc, pour l'année 2018. Ça veut dire qu'avant d'utiliser notre système a détecté plus que ça. Courant 2021, enfin, il n'y a pas beaucoup d'activités. Hein, enfin, c'est pour ça que je ne peux pas dire que combien on a réduit, parce que ça me dit que dans le passé, on n'a pas détecté du tout. C'est pour ça que je dis, enfin, c'est pas très joli de donner une statistique, mais en tout cas, c'est qu'on sait qu'on a détecté des choses que les yeux humains ne sont pas détectés. Ok, merci. Voilà, bon, ben, c'est que je suppose que vous êtes tous très bien attirés par FlyInstinct. Donc, on est une toute petite équipe, donc on est à Paris, à Montparnasse, donc on a terrasse, à très belle vue. Donc, notre bureau a des vues sur Tour Eiffel donc, ou à Montmartre, on est très haut. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de croissance, on vient de clôturer un tour de la baie. Donc là, c'est qu'il y a plusieurs postes. C'est que dans le passé, on a déjà accueilli pas mal de diplômés de ENAC pour le stage ou pour l'attenant. Et donc là, aujourd'hui, donc, on a des postes qui sont ouverts en ingénieur de recherche pour plutôt enfin, les profils de CITA. Enfin, aussi, donc, on a des ingénieurs d'opération, donc c'est plutôt le profil gestion de l'aéroport. Air Traffic Management, non, c'est pas Air Traffic, donc Airport Management. Et éventuellement, donc, enfin, je sais qu'il y a pas mal d'ENAC qui fait le double diplôme avec la Toulouse Business School. Donc, je dis, si vous êtes intéressé avec la business, donc nous, c'est qu'on est aujourd'hui en France, très présent en France. Principalement, les clients sont français, mais bon, c'est que ça démarre. Donc, on vient de signer le MOU avec ANA. On va à Berlin, on va à Genève. On était à Taïwan, donc normalement, on répond à un appel d'offres très important début de l'année prochaine. L'été de l'année prochaine. Et on a un plan donc, pour aller en Chine continentale. En tout cas, c'est que il y a pas mal de choses à faire. Et puis, c'est pour promouvoir donc, cette technologie qui est développée à Paris. Et donc là, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi agréable que Toulouse, mais ça va, c'est pas si méchant que ça. Donc, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me contacter pour demander donc, qu'est-ce qui. Enfin, en tout cas, c'est que s'il y a une chose, on y croit, c'est que on est une petite startup, on est des gens passionnés, donc pas mal de pilotes d'ailleurs. C'est qu'on cherche des passionnés et on ne cherche pas à vous tailler pour rentrer dans les cases comme dans les grands groupes, mais au contraire, c'est qu'on est que, ça va, vous avez vu une grosse partie de l'équipe dans la photo. On essaie de déjà comprendre vos capacités et puis vous proposer donc, une chemin de carrière avec nous dans l'innovation d'introduire cette IA dans l'aviation. Et voilà. Juste, alors, toujours une de lui. Je pense que là, vous visez juste, ce sont les aprons, clairement. Alors, évidemment, le FOD sur piste est une problématique réelle, hein, mais l'approche stratégique apron, c'est vraiment la bonne approche. Ça, j'adhère. La deuxième chose, donc votre structure existe depuis combien de temps? Vous venez de faire une levée de fonds, c'est ça? C'est ça. Enfin, en fait, on existe depuis 2017. On rentrait dans l'aéroport depuis 2019. D'accord. Et vous avez fait un premier round, donc? Oui. D'accord. L'objectif, c'est vraiment c'est le déploiement de notre solution donc, dans les aéroports mondiaux.
Ok. Je pense, alors juste aussi, pourquoi je reviens sur l'EPRON? Parce qu'il y a bien 20 ans, un peu plus même, et apparaissaient les premières études, toujours par l'image et de la modélisation 3D, sur tous les mouvements autour de l'avion. Parce que, évidemment, le temps qu'un avion est immobilisé, ça coûte de l'argent, ou d'un côté ou de l'autre. Donc, je pense que l'approche image pourra autant FOD que vous pouvez aussi développer sur les parties analyse de mouvement, Tout à fait. etc., etc. Et tout ça va contribuer à la fin. Ce qui est intéressant aussi, je pense, et c'est un sujet que je vous soumets certainement à réflexion, c'est au-delà de l'image, c'est l'analyse des données. On a énormément de données. Mm. Et la data, l'IA appliquée à la data pure, comment on peut trouver des patterns, des choses qui sont, voilà, pour faire de la prédiction. Alors, il y a déjà des sociétés qui font dans le Haman, Deman, enfin, tout ce qui est, mais c'est vraiment sur la data et pour moi, en tout cas, dans la vision aussi du Smart Airport Future, et c'est là où l'IA est intéressant. En plus, on est à terre, c'est-à-dire que l'IA embarquée dans un avion est plus compliqué aujourd'hui encore sur les problèmes de certification. Les logiciels IA dans les électrons, c'est un peu plus chaud. Mais là, on est plutôt dans les opérations plateforme. Tout à Donc, fait. alors, j'ai pris vos coordonnées parce que je peux vous emmener sur. Je vais voir avec mes différents partenaires aussi pour vous aider un peu au business développement Ah, bah, euh, super. international. On pourra avoir, je ne sais pas si j'ai vu qu'il y a marqué confidentiel sur la présentation. Oh, enfin, je peux nettoyer un petit peu, donc, et puis je peux vous partager donc, une version un peu nettoyée. Très bien. Bah, en fait, on est en train d'enregistrer le webinaire, Oui, il n'y a pas de souci. Arthur. Donc, du coup, En réalité, il n'y a pas de souci. Oui, enfin, voilà. juste que- Bah, du coup, il sera en replay sur la chaîne YouTube, à moins de, voilà, une contre-indication. Ce sera, voilà. J'en profite pour partager un petit commentaire de Marine sur le chat. Elle dit merci pour la présentation, très intéressant. Ça a l'air d'être une super boîte. Je vous souhaite beaucoup de succès. Non, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? Ou une remarque? Bon, en tout cas, j'ai vu que enfin, j'ai reçu d'ailleurs la demande de connexion sur le LinkedIn. Donc, ouais, enfin, j'utilise beaucoup LinkedIn. Donc, Ouais. c'est, Les choses se font très rapidement. voilà. Donc, Bon, eh bien, très bien. Si personne d'autre n'a de questions ou de remarques, on va clôturer cette heure de webinaire ensemble. Merci Arthur de vous être prêté au jeu et merci merci beaucoup, à, Estelle. merci à tout le monde de s'être connecté aussi. Donc, vous avez les coordonnées d'Arthur sur la présentation. Et si vous voulez aussi passer par moi pour poser d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais vous laisser tout de suite mon adresse, d'ailleurs, mon adresse mail dans le chat. Comme ça, ce sera fait si vous avez besoin ou d'une question sur Enel Calumni en général. Voilà. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci Merci Arthur. beaucoup. Allez, au revoir.